On va se pencher un peu plus particulièrement sur le paiement en ligne et évidemment tout ce qui s'y rapporte. Alors je vais inviter à me rejoindre sur ce plateau. Alors j'appelle tout d'abord Alain Lévy, le président directeur général de Webborama. On peut l'applaudir. Bonjour Alain. Vous pouvez vous asseoir dans l'un des sièges noirs. Avec vous, eh bien, également que j'appelle à nous rejoindre Jessica Delpirou, directrice marketing de PayPal. On peut également l'applaudir. Bonjour, bienvenue, qui nous parlera plus particulièrement de paiement et de 360. Également avec nous Freddy Mini, le CEO de NetVibes, et nous aborderons avec lui la partie intelligence, au sens anglais du terme. Bonjour, merci Freddy, vous pouvez vous installer. Et ce panel sera animé par Jean-François Ruiz. Bonjour Jean-François, CEO de PowerOn et blogueur également, et particulièrement auteur d'un livre qui cartonne sur Amazon intitulé « Réussir avec les réseaux sociaux ». C'est donc à toi Jean-François que je laisse la parole. Alors bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour un panel qui est un petit peu mélangé, c'est-à-dire qu'on va avoir différents sujets qui vont toucher beaucoup aux outils, c'est-à-dire qui vont permettre de savoir un peu mieux comment, avec les outils, les technologies modernes, on va pouvoir influencer et créer de la valeur dans son écosystème. Alors pour ça, on va d'abord commencer avec Alain, qui va nous dire effectivement, de par leur expérience de l'analyse des données, comment on peut faire aujourd'hui pour sortir de la valeur de toutes ces données analytiques. Bonjour. Je pilote là ? Tout à fait. Okay. Donc la question que je veux aborder, c'est les enjeux de la publicité comportementale. Pour cela, je vais commencer par peut-être dire d'où ça vient, la publicité comportementale. En fait, c'est la réponse au rêve du marketeur, du publicitaire, qui peut être résumé dans la phrase suivante. On peut cibler non seulement les segments démographiques, mais aussi les foyers individuels. Si une famille vient d'avoir un bébé, on doit pouvoir lui envoyer une publicité pour Pampers. Alors c'est pas une phrase qui date d'aujourd'hui, c'est une phrase qui date de 1994. C'est ce monsieur qui l'a dite, et ce monsieur c'est Edwin Arzt, c'est un président légendaire de Procter & Gamble qui en 1994 avait réuni un ensemble de patrons des médias et de la pub pour réfléchir à l'avenir de la publicité. Et ils étaient arrivés à cette conclusion, bluffés à l'époque par les débuts de l'interactivité dans les jeux vidéo. Donc on était en 94, ils n'avaient pas vu Internet, mais ils avaient vu ça, et ils avaient compris que l'avenir de la pub, c'était la publicité comportementale et ciblée. Alors depuis, il s'est écoulé 17 ans, et depuis 17 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, et le fait le plus important, c'est l'émergence de la data qui est disponible en quantité extrêmement importante grâce au développement du digital. Et puis des sociétés qui travaillent cette data et qui savent transformer ces quantités très importantes de données en valeur pour les annonceurs. Alors très rapidement, comment est-ce que, par exemple chez Webborama, est-ce qu'on travaille la donnée ? On récupère des grandes quantités d'informations de navigation, de search. À partir de là, avec nos algorithmes, on construit des clusters, c'est-à-dire des groupes de mots qui forment des familles de centres d'intérêt. On s'intéresse ensuite à l'internaute, à qui on attribue, en fonction de sa navigation et de son search, des centres d'intérêt, des clusters. Et on propose aux annonceurs des partitions, des groupes et des combinaisons de clusters qui répondent au mieux au brief qu'on reçoit, et à partir de là, on envoie la bonne publicité à la bonne personne, dans le bon contexte, etc. Deux petits business cases très rapides. Évidemment, dans le cadre de la publicité à la performance, on obtient des résultats très efficaces. Un exemple avec la Banque Postale, qui avait des objectifs
de coûts d'acquisition client. On a travaillé avec eux sur l'analyse des cibles, en taguant leur site, etc. On a compris quels étaient les internautes qui réagissaient le mieux à leur offre, à leur proposition. On a ciblé les campagnes directement sur ces internautes et on a obtenu des taux de conversion et des coûts d'acquisition tout à fait performants. Alors ça, c'est évidemment le résultat intuitif auquel on s'attend avec ce nouveau type de publicité. Mais ce qui est fondamental, c'est que ça fonctionne aussi pour le branding, avec des objectifs différents. Dans le cas de Korean Air, ici, l'objectif, c'était vraiment un objectif de trafic sur des cibles identifiées par l'annonceur. On a mobilisé cette fois des formats en rich media avec des dispositifs plus visibles et avec des résultats très intéressants en termes de temps d'exposition à la publicité, donc des outils de mesure différents et de performance différents. Tout ça nous mène, après 17 ans d'innovation, d'investissement, de technologie, de bouleversement des habitudes et des comportements, à un écosystème publicitaire qui évolue vers celui-ci. Toutes les briques technologiques sont en place, avec des nouveaux métiers, avec des nouveaux types de profils dans la publicité et le marketing, avec la notion de temps réel, de bourse, de données qui vient irriguer l'ensemble du système et qui permet à chacun de ces outils de prendre des décisions en temps réel. Et donc, l'outil qui devrait permettre le développement très très fort de la publicité comportementale sur le display. Alors, quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés? On voit bien que c'est pas des enjeux de vision, c'est pas des enjeux de technologie, c'est pas des enjeux d'investissement. Aujourd'hui, ce sont des enjeux d'exécution. On a identifié 5 enjeux qui nous paraissent importants. Le premier, c'est la standardisation de la data. On parle tous de la data. Or, s'échanger quelque chose qui n'est pas défini précisément, c'est complexe. On n'a pas défini, comme sur les marchés à terme, qu'est-ce que c'est qu'un tourteau de soja, qu'est-ce que c'est qu'un sac de sucre, etc. Des données échangeables et marketables. Il faut qu'on passe par là pour arriver à développer le marché de la data. Il faut que les plateformes soient interconnectées, c'est-à-dire que l'annonceur, il veut pas d'un univers Facebook déconnecté d'un univers Google, etc. Il faut pouvoir travailler sur l'ensemble des plateformes. La mesure, évidemment, Internet propose des outils de mesure extrêmement sophistiqués avec des tas de métriques très précises. Simplement, les annonceurs, eux, sont très habitués à leur GRP, pas simplement parce qu'ils y tiennent d'un point de vue idéologique, mais surtout parce que c'est comme ça qu'ils ont bâti tout leur système d'études. Et qu'ils mesurent. Ouais. Juste peut-être GRP pour ceux qui ne sont pas... C'est le Growth Rating Point, c'est le coût d'1% d'une cible donnée. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des outils de mesure. Évidemment, toutes les plateformes, Anywhere, Anytime, Anydevice, c'est fondamental. Et puis la privacy, la vie privée, on pourrait en parler très longtemps, mais je vais quand même m'attarder 2 secondes sur ce sujet parce qu'il est fondamental. La vie privée est, avec l'émergence de la data, un sujet fondamental. C'est pas un sujet nouveau. On ne découvre pas l'importance de la vie privée aujourd'hui. Il y a un article dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui précise ce point. Il faut combattre un malentendu fort. L'internaute n'est pas une brebis qui obéit au doigt et à l'œil au berger du web. On est plutôt, en tant qu'internaute, des abeilles, c'est-à-dire que on produit du miel, c'est les clics et les impressions, mais on est aussi, par notre butinage, par notre surf sur le web, on est aussi des véhicules de vie, de pollinisation du web. Donc l'équilibre est beaucoup plus fort entre les internautes et les grands acteurs du web. Donc si jamais les internautes ne sont pas dans un climat de confiance qui permet de continuer à opérer et à surfer en toute confiance, eh bien c'est l'ensemble du web qui peut en souffrir. C'est ce que disait Einstein, je cherche la preuve de cette citation, donc si quelqu'un la trouve, qu'il me l'envoie. Si l'abeille disparaît de la surface de la Terre, eh bien l'homme n'y survivra pas plus de 4 ans. C'est pareil sur le web. Si jamais l'internaute n'a pas confiance, c'est l'ensemble du système qui s'écroule. J'aimerais terminer cette présentation par la conclusion d'Edwin Arzt lors de cette conférence qui avait eu lieu en mai 1994. Il disait à l'époque le business publicitaire peut se diriger vers un abîme ou au contraire vers un nouvel âge d'or.
croyez-le ou non, cette direction, vers le haut, vers le bas, dépend de ce qu'on en fera. Je crois qu'on a vécu des passages difficiles depuis cette prémonition et qu'aujourd'hui, si on arrive ensemble, et tous les signes sont très favorables quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années sur l'ensemble des sujets que j'ai cités, je crois qu'on a toutes les chances de se diriger vers un nouvel âge d'or de la publicité. Merci. Alors merci pour cette première partie. Moi j'ai une première question, on a entendu branding, on a entendu performance. Finalement, est-ce que l'analyse comportementale, c'est intéressant dans quel est l'usage le plus intéressant? La réponse, en tout cas mon point de vue, est évident, hein. L'analyse comportementale s'applique à l'ensemble des approches marketing. Le fait de s'adresser à la bonne personne, avec le bon message, au bon moment, dans le bon contexte, le bon format, etc., ça concerne l'ensemble des approches publicitaires. Alors évidemment, c'est plus facile dans le cadre de la performance parce que les résultats sont palpables immédiatement. Dans le cadre d'une approche branding et pour le marketeur, c'est un peu plus complexe parce que en abandonnant son GRP et sa télévision, il sait exactement ce qu'il abandonne et il ne sait pas encore ce qu'il va gagner. Donc c'est l'enjeu des années à venir de démontrer qu'avec une approche personnalisée sur le web, eh bien, on gagne par rapport à ce qu'on abandonne d'un autre côté. Alors, juste une dernière question pratique. En termes de, si on veut acheter de la publicité chez vous, est-ce qu'on a du CPM, du CPC? Est-ce que vous faites tous ces formats-là ou comment ça se passe? Bah oui, on fait l'ensemble des formats, c'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur la banque postale, on vend un coût d'acquisition. Lorsqu'on va travailler avec Korean Air, c'est du CPM et on peut faire tous les formats intermédiaires. D'accord, donc on peut vous payer sur tous les formats, donc c'est parfait. Merci. Donc on va continuer avec PayPal et Jessica, donc qui va nous expliquer un petit peu dans le contexte du 360, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça impacte sur le business du paiement en ligne. Bonjour à tous. Alors un petit mot d'introduction tout d'abord sur PayPal. Si j'arrive à passer les... Voilà. Très bien. Un tout petit mot d'introduction sur PayPal, pour ceux qui connaissent moins bien dans la salle. PayPal, aujourd'hui en France, c'est 5 millions d'utilisateurs actifs. C'est 22 000 e-commerçants qui nous font confiance. Et... pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'on parlait de création de valeur, tu parlais, Jean-François, de création de valeur et du sujet de cette table ronde. Je pense parce qu'on apporte en fait de la valeur. Aujourd'hui, le moyen de paiement, c'est pas seulement le dernier maillon qu'on intègre à la fin d'un site internet ou auquel on pense au moment où finalement, tiens, on va acheter... il faut que je rentre mes coordonnées de carte bancaire. Le moyen de paiement est quelque chose de beaucoup plus essentiel dans l'acte d'achat et c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler un tout petit peu de comment le moyen de paiement en fait s'articule. Alors on parle beaucoup de Solomo, vous en entendez parler tout le temps. Aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler de Molosovi, on va dire. On prend les mêmes, mais on fait ça à l'envers. Et comment ces tendances-là influencent le paiement. Alors, tout d'abord, on va commencer par la partie mobile. Le mobile. Aujourd'hui, les applications, c'est partout, tout le temps. Vous en avez tous, vous les utilisez en permanence. Il y a 2 ans, on n'en était évidemment pas là. Juste pour vous donner un exemple rapide, l'application eBay qui est aujourd'hui téléchargée à 30 millions, qui a été téléchargée 30 millions de fois dans le monde, dans 8 langues différentes, 190 pays. Donc voilà, juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est pas du virtuel et ça intègre des moyens de paiement et ça intègre vraiment la capacité de payer. J'ai des petits soucis avec le... Peut-être que je vais un peu vite. Voilà. Alors, comment est-ce que le mobile influence le local? Jusqu'à il y a relativement peu de temps,
on disait que le mobile, en fait, l'internet prenait du trafic dans les magasins, le déportait vers du trafic internet. Aujourd'hui, c'est vraiment relativement le contraire. On voit le phénomène s'inverser. On a en fait la capacité, via des nouvelles capabilities, des nouvelles capacités technologiques, de mettre en face de quelqu'un qui passe dans la rue tout l'inventaire d'une boutique. Donc ça, avec des entreprises comme Milo. Et donc, en fait, de ramener réellement des gens qui sont dans la rue, de les ramener en boutique et pas seulement d'avoir de l'achat sur Internet ou de l'achat sur mobile. Alors, aujourd'hui, le mobile et le local, pour nous, c'est quelque chose qui est en train de merger. En fait, c'est plus du tout, on parle plus du tout d'achat sur Internet d'un côté, d'achat sur mobile de l'autre et d'achat en point de vente. Tout ça ne sera bientôt qu'un seul et même univers. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le client ? Ça veut dire qu'en fait, il va demain rentrer dans son point de vente, on le reconnaîtra, on pourra lui envoyer des offres personnalisées, et puis il pourra payer, alors soit évidemment directement sur son mobile, soit dans des actes d'achat un petit peu plus hybride, on va dire, où il va aller consulter sur son mobile s'il n'a pas une offre plus intéressante dans un magasin sur Internet. Finalement, il va recevoir une offre, il est aux Galeries Lafayette, il va recevoir une offre des Galeries Lafayette. Il va acheter sur son mobile. Est-ce qu'il est en acte d'achat mobile? Est-ce qu'il est en acte d'achat local? Tout ça est en train vraiment de se flouter. Et donc, on est très très convaincus chez PayPal que ces frontières-là vont bientôt disparaître. Alors, tant qu'on est dans le mobile, il y a une question de la salle, c'est une idée du temps de généralisation du paiement via la puce NFC des smartphones. Allez-vous vous positionner sur ce marché? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Nous, on n'est pas là pour parler vraiment de technologie, c'est-à-dire NFC ou pas NFC. Ce qu'on souhaite, c'est se positionner sur les usages des clients. Donc, le paiement sur mobile, tout à fait, complètement. Le NFC est une des technologies qui le permet. Il y en aura peut-être d'autres demain. Quant à la généralisation, c'est pas pour demain, c'est vraiment aujourd'hui. Nous, le paiement sur mobile et le paiement en point de vente, c'est quelque chose qu'on travaille d'ores et déjà. On a notamment un très très joli cas en Angleterre avec Pizza Express, où vous êtes à table, vous êtes en train de payer, enfin vous êtes au restaurant, vous avez fini de déjeuner. Et chez Pizza Express, ils avaient une problématique très simple, c'est que ils appelaient les serveuses et les serveuses ne venaient pas. Grâce au paiement sur mobile, en fait, grâce au paiement via PayPal, ils peuvent payer leur addition directement. Donc ça, c'est des cas qui sont de plus en plus répandus. Donc pour répondre à la première question, le NFC, ça commence à venir, mais de toute façon, le paiement et cette espèce de paiement universel, c'est déjà d'actualité aujourd'hui pour nous. Voilà, le paiement sur mobile pour PayPal, c'est 3 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire 4 fois plus que l'année dernière. Donc juste pour vous donner des ordres de grandeur. Le social. Donc le social, avant l'acte d'achat, c'était un acte très personnel, très solitaire. Évidemment, grâce au social, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça influence le moyen de paiement tout à fait clairement. Nous, on voit deux tendances se dessiner. Alors, tout d'abord, le paiement de personne à personne. PayPal, comme son nom l'indique, c'est PayPal, paye ton ami. Donc, le cœur de métier, avant même le paiement sur Internet, c'était le paiement de personne à personne, qui est une fonctionnalité disponible via l'application PayPal. Je suis au restaurant, je paye, je vous invite, je souhaite que vous me remboursiez, vous pouvez me rembourser par PayPal. Donc ça, c'est vraiment déjà du social. C'est vraiment la manière dont on voit le paiement social. Une autre tendance dont vous avez probablement entendu parler depuis hier, qui est évidemment les boutiques sur Facebook. Donc on a un très joli exemple avec ASOS qui a une très belle boutique, une vraie boutique en fait sur Facebook. Donc ça, c'est pour plutôt des grands e-commerçants. Mais c'est une tendance qu'on voit aussi apparaître de plus en plus avec des plus petits e-commerçants, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus que des startups se lancent uniquement en boutique Facebook.
Donc ça, est-ce que c'est une tendance de fond? Aujourd'hui, c'est difficile à dire si c'est une tendance de fond ou si c'est un premier pas vers le e-commerce, mais c'est très clairement quelque chose qu'on observe. Enfin, le digital, pour vous en dire également un mot. Alors, c'est la grande révolution de demain, évidemment. Bon, alors, par exemple, vous savez que les tracteurs de John Deere, il en vend quelques milliers dans le monde, dans le monde physique. Et sur Farmville, il s'en vend plus de 500 000 à la journée. Donc c'est ça le digital, en fait. C'est cette capacité, c'est tout ce qu'on achète et qui est pas tangible, qui est pas physique. Ça crée une nouvelle demande et c'est pas quelque chose qui est réservé aux petits jeunes derrière leur ordinateur qui jouent à Farmville, pas du tout. C'est aussi la dématérialisation, on parlait des médias tout à l'heure, donc Financial Times qui a le même type de possibilités où on peut acheter à l'acte des articles. Donc voilà, c'est ce type de tendance qu'on voit apparaître et qui vont influencer très très fortement le paiement. Et surtout générer de la valeur. Donc la valeur, c'est plus de conversion pour les e-commerçants et c'est plus de valeur de sécurité. On parlait de vie privée, donc de sécurité pour le consommateur. Voilà. Si j'ai bien compris, en fait, l'idée, c'est de se rapprocher le plus des usages de vos acheteurs, donc avec la dimension, je dirais, mobile, et d'essayer d'optimiser la conversion en s'implantant un petit peu partout, donc comme on l'a vu sur Facebook, pour vos marchands, en fait, c'est bien ça? Alors, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on dit, on a une grande conviction qui est, c'est pas nous, enfin, c'est vraiment, on s'applique à suivre les usages des consommateurs, donc complètement. Donc ces usages, je vous en ai un petit peu parlé, et nous, on facilite ces usages-là via le paiement. On parle beaucoup de digital wallet, de portefeuille électronique. On pense que le portefeuille électronique, c'est vraiment ça qui va nous permettre de fédérer tous ces usages-là. Et le portefeuille électronique, c'est pas seulement avoir ses cartes de crédit sur son mobile, mais c'est vraiment avoir la génération de demandes avant de rentrer en boutique, d'avoir la possibilité de payer avec son mobile en point de vente et d'avoir derrière des capacités sociales, donc de pouvoir renvoyer ce que j'ai acheté à mes amis sur Facebook, etc. C'est ça le portefeuille électronique et c'est là où le moyen de paiement joue son rôle. Ok, merci Jessica. Alors là, on a vu comment on analysait les données internes pour faire de la publicité. On a vu comment vendre sur Internet. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est avec Freddy, c'est un petit peu comment on fait pour finalement tirer un peu d'intelligence au sens veille et écoute sur les marchés au sens large sur Internet. Je vais essayer de répondre à cette question-là. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde est je ne vais pas expliquer la réputation qui est à risque sur Internet. On a parlé de beaucoup de gros chiffres depuis ce matin. 800 millions d'utilisateurs de Facebook, 1 milliard de tweets par semaine, etc., etc. Et ça, c'est que deux, en fait, des moyens de s'exprimer personnellement. Vous avez YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Donc, en fait, grosso modo, ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le monde est un publisher sur Internet. Donc tout le monde a une voix qui s'exprime sur Internet, ce qui est en soi une révolution, et que cette voix, en fait, peut influencer ce que vous pensez de quelque chose, voire une marque, voire une industrie, et ainsi de suite. Donc le besoin de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire de faire un petit peu d'analyse de ce qui se passe sur Internet, tout le monde l'a. Donc si tout le monde est un publisher, que tout le monde peut influencer et que tout le monde a envie de savoir ce qui se passe, ça veut dire que tout le monde devient en fait un analyste. Donc cette fonction, en fait, tout se démocratise et en fait, ces fonctions qui étaient très professionnelles deviennent en fait le besoin de tous, quasiment tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on cherche une analyse, enfin quand on cherche à analyser quelque chose, pardon, on met un mot quelque part dans une boîte noire et puis ça produit avec un filtre magique. Ça va donner donc des mentions à lire, puisqu'en fait les résultats du filtre vous permettent de lire ce qu'il a trouvé. Donc c'est souvent un moteur de recherche. Ça va vous donner un nombre de points en fonction d'un trend de toutes ces mentions. Vous pouvez les compter, vous pouvez les voir et ainsi de suite. Le problème, c'est que
c'est pas, il n'y a pas de contexte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un résultat, vous tapez Coca-Cola, si vous travaillez chez Coca-Cola, vous allez avoir en fait le nombre de fois où Coca-Cola en fait a été mentionné. Mais ça vous donne pas en fait dans quel contexte, ou est-ce que c'est une audience qui a une autorité. C'est également un débat, c'est-à-dire que quelle est la différence entre, est-ce que c'est l'influence qui est importante ou est-ce que c'est l'autorité de l'influence qui est importante, qui est un autre débat. Grosso modo, c'est-à-dire que le fait d'avoir un mot, vous le tapez, ça vous filtre quelque chose et vous avez des résultats. Google fait déjà un très bon travail là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça va donner en fait l'intelligence que vous recherchez. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous n'avez pas en fait les résultats que vous souhaitiez. Donc, vous retournez à des outils classiques, c'est-à-dire vous allez aller chercher sur Google, vous allez chercher sur Google Reader ou évidemment sur NetVibes, vous allez chercher sur TweetDeck ou sur un autre produit une comparaison entre les différents flux de Twitter, vous avez vous avez Quora, vous avez d'autres sites. Et en fait, vous vous trouvez à aller faire vos courses un peu partout avec chercher votre intelligence là où vous pouvez la trouver. En fait, ce qui se passe, c'est que on pense que, là je suis allé un petit peu vite, mais on pense que le futur de l'écoute et le futur de l'analyse sont en fait le même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier métier, c'est de chercher quel est votre périmètre de savoir, ou quel est votre périmètre d'influence. En d'autres termes, jusqu'ici, vous alliez au kiosque à Paris et vous achetiez un certain nombre de journaux qui correspondaient à votre sujet, professionnel ou personnel. Donc, ces journaux, aujourd'hui, vous pouvez les étendre le plus possible, vous pouvez même les étendre d'une manière infinie, mais c'est vous qui êtes au centre de ce qu'on va appeler le corpus, c'est-à-dire de ce qui va être l'ensemble des sources qui vous sont relevantes, qui sont intéressantes pour vous. Une fois que vous avez fait ce premier job, qui est le fait d'agréger en fait le contenu qui vous paraît intéressant, le deuxième job, ça va être en fait d'en tirer l'intelligence, c'est-à-dire comment est-ce que sur toutes ces sources que j'ai pu accumuler en un seul endroit, comment est-ce que je vais pouvoir comprendre quelque chose. En réalité, on va vous fournir, donc dans une version qui est sortie la semaine dernière, on vous sort, et qui est payante, donc on parle de dashboard d'intelligence, on parle d'agrégation et d'analyse. Donc l'agrégation, juste pour assurer, l'agrégation et le métier historique de NetVibes va continuer de rester gratuit. Donc vous pouvez continuer à agréger tout à un seul endroit dans vos dashboards. Et ça, on ne va pas changer ça. Par contre, toute l'intelligence et tous les métiers, toutes les analyses qu'on va pouvoir vous fournir, évidemment, sur cette partie-là, cette partie-là a un coût. Donc sur l'intelligence, d'un côté, on va vous aider par des moteurs algorithmiques en fait, à voir qui influence, qui dit quoi et quel est le ton de ça. Et vous allez pouvoir en fait smart taguer ça, c'est-à-dire faire votre propre curation pour retrouver ces informations que vous avez catégorisées. Dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'une organisation, ces smart tags sont partagés en temps réel au travers de vos collègues. Donc, grosso modo, c'est un petit peu, si on peut prendre une analyse, c'est exactement ce que vous faites avec Gmail, c'est-à-dire que vous recevez en fait des emails, vous recevez des informations, et sur ces emails, vous allez pouvoir, donc Gmail a également des moteurs d'analyse qui vous permettent de dire c'est important, pas important, etc. Et vous-même, vous pouvez mettre des labels pour pouvoir les retrouver un peu plus tard. En fonction de ça, on arrive à en trouver qu'est-ce qui va être important dans cette somme d'informations que vous avez vous-même accumulées. Et le métier de l'intelligence, et le but de tout ça, en fait, c'est pas tellement d'agréger. Le but, c'est pas de faire une page avec l'ensemble de tout ce qui vous concerne et de passer votre journée à lire tout ce qui vous concerne sur la partie agrégation. Le but de l'analyse, c'est pas de vous sortir des graphes qui vont être jolis et ainsi de suite. Tout ça, en fait, tout le but de l'intelligence, c'est d'aider à prendre des décisions. Et pour aider à prendre des décisions, la forme ultime, c'est de prendre la décision. Donc pour ça, en fait, il va falloir que on vous trouve, c'est-à-dire que le tableau de bord vous trouve à l'endroit où vous vous trouvez, voilà. Et une fois qu'il vous a trouvé, vous aide à prendre cette décision, voire, si vous lui faites confiance, qu'il prenne la décision lui-même. C'est-à-dire, donc, c'est l'action, et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser, avoir un vrai retour sur investissement de toute cette action. Donc,
c'est le petit film pour être sûr que vous réveillez un petit peu. Donc NetVibes est passé en fait de l'agrégation au métier d'analyse sociale et également à l'aide de la prise de décision. C'est ce qu'on appelle la dashboard intelligence. Donc avec cette nouvelle version qui est sortie la semaine dernière, qui s'appelle le Social Pack, on va vous montrer donc ce qui se dit. Donc vous allez pouvoir trouver, taper donc un sujet. Donc il y a un nouveau gros bouton qui s'appelle Analyze en haut à gauche. En fonction de ça, on va vous sortir ce qui s'est passé dans votre corpus, c'est-à-dire dans toutes les sources que vous avez accumulées, qui sont des sources qui sont évidemment les blogs, mais également Twitter, Facebook, Dailymotion, enfin tout ce que vous avez vous-même agrégé, c'est-à-dire tout ce qui vous paraît important pour vous. On va également comparer ce que vous jugez important, c'est-à-dire vos opinions, ces tags, en fonction de ce que le moteur algorithmique, lui, perçoit comme ton. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en fait si vous avez vous êtes trop sensible ou pas assez sensible à un sujet. En fonction de ça, vous sortirez évidemment les influents. On va vous dire également où est-ce que ça se passe, dans quels médias, et on va vous permettre en fait de pivoter tout ça pour aller retrouver l'information exactement où elle se trouve. Bon, je ne veux pas vous faire exactement une vente de NetVibes, parce que le but est plus d'être conversationnel. Alors justement, il y a des questions dans l'audience. Voilà, Facebook a récemment lancé People Talking About This, équivalent Facebook et Google Analytics. Quelles sont tes réactions par rapport à ça ? Je pense que pour moi, c'est une source supplémentaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait des questions sur Twitter, les Twittoscopes, etc. Il y a des canaux qui vont être Twitter et des canaux qui vont être Facebook. En fait, ce sont des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux vont être cuisinés et formatés différemment. On a parlé du Lab tout à l'heure. Il y a plein d'initiatives qui sont en fait un reformatage et en fait, de discussion sur les discussions. Je pense qu'en fait, on en est évidemment qu'au début du web social, et c'est normal, parce qu'on s'aperçoit que sur le web, il y a des gens, et donc les gens s'expriment, et ils vont continuer de s'exprimer, et ils s'expriment sur des expressions, des commentaires, et ainsi de suite. Au bout du compte, ce qui reste toujours vrai, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'historique, puisqu'on parlait de 94 et ainsi de suite. En réalité, dans les années 70, on a vu apparaître des systèmes de DSS, c'est-à-dire des Decision Support System. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'informatique ? L'informatique, c'est quelque chose qui permet d'aider à l'homme de mieux vivre et mieux travailler. Donc pour ça, ça va lui permettre de faire des tâches qui sont relativement rébarbatives, comme la comptabilité et tout ce qu'on veut, mais au bout du compte, c'est quelque chose qui va lui donner de l'intelligence pour l'aider à prendre des décisions. Grosso modo, tout ça, c'est basé sur des matériaux qui vont être donc soit Facebook, soit des personnes qui parlent sur Facebook et ainsi de suite. Et tout ça, ça va être des sources d'informations qui sont dans votre périmètre que vous allez devoir vous-même analyser. En fait, au bout du compte, demander si les sources sont importantes, c'est un petit peu comme si demander à un cuistot si les ingrédients pour faire de la cuisine sont importants. Donc vous n'aurez pas de bonne analyse, et on parlait d'élection présidentielle tout à l'heure, si le corpus, c'est-à-dire ou si l'exemple sur lequel le sondage est fait n'est pas bon, le résultat ne sera pas bon. Donc si vous voulez faire une analyse et qui soit pertinente et qui vous aide à prendre une décision, le métier numéro 1, c'est de vous-même, dans un groupe, de sélectionner ces sources qui sont influentes pour vous. Merci Freddy, merci à vous pour cet éclairage et merci à l'audience pour les questions. Merci à vous, on peut les applaudir.